Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voras sur Radio IDFM 98 ou idfm98.fr avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Ce matin, nous poursuivons notre nouvelle émission Décryptons le monde avec aujourd'hui le numéro 3. Nous vous proposons en compagnie de Gérard Vespierre, spécialiste en relations internationales, de continuer le décryptage des événements du monde avec la spécificité de son regard. Pour commencer, un sujet particulièrement important qui occupe beaucoup et depuis quelque temps l'actualité, le choc entre la Chine et les États-Unis. Tout d'abord, Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour Jacqueline. Comment, selon vous, cette situation s'est-elle créée ? Comment cela a-t-il commencé ? Eh bien, ça a commencé doucement. Ça a commencé par un commerce apaisé et qui a pris des proportions très, très importantes puisque les États-Unis sont les premiers clients de la Chine. Les États-Unis achètent, tenez-vous bien, 520 milliards de dollars de marchandises à la Chine par an. Et réciproquement, les Chinois achètent à peu près pour 100 milliards de dollars de marchandises américaines par an. Donc, cela veut dire que les deux ont des liens particulièrement lourds, particulièrement forts, particulièrement intenses. À titre d'information, ces 520 milliards américains représentent pratiquement 45-50% des exportations chinoises. Donc, Washington tient une partie importante des exportations mondiales chinoises. Et donc, comme les exportations chinoises représentent une part importante du PIB chinois, à peu près 10%, donc, voyez-vous, la main de Washington va très profondément dans l'économie chinoise. Et donc, cela a commencé par cette situation très positive. Mais petit à petit, la Chine a déplacé sa technique de fabrication ou ses volontés, ses orientations en sophistiquant progressivement, en ayant plus d'électronique, en avançant dans les technologies. Et donc là, au lieu de devenir un fournisseur, on parle par exemple de téléphone. Voyez-vous, donc Apple dominait le monde et tout d'un coup, des groupes chinois viennent marcher sur les plates-bandes américaines. Donc, par cette sophistication de la technologie et de l'industrie chinoise, on est arrivé d'une position de fournisseur à une position de concurrent. Et viennent se greffer là-dessus des décisions chinoises stratégiques de la toute première importance, à savoir les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie qui vont aboutir jusqu'en Europe. L'objectif final des routes de la soie, c'est l'Europe. Or, qui détient une part importante du commerce avec l'Europe détient le monde. Or, actuellement, ce sont les États-Unis qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ont cette prépondérance en Europe, depuis donc 70 ans, des usines, des entrepôts, des accords financiers, etc. Donc, il y a maintenant une concurrence chinoise potentielle vers l'Europe, et qui tient l'Europe, tient le monde. Vous faites donc de cette situation une analyse globale qui finalement dépasse le cadre de ces deux pays. Ah, tout à fait. Et donc, la crise est aussi territoriale. Et vous connaissez mon intérêt pour les arcs de crise. Oui. Et donc, se dessine tout le long de la côte pacifique chinoise un arc de crise de 6000 km qui commence avec un pays que nous n'avons pas encore nommé, mais qui est la Corée du Nord, n'est-ce pas ? Il y a des tensions importantes. Donc la Corée du Nord a une frontière avec la Chine. Donc la Corée du Sud et cette zone entre Corée du Nord et Corée du Sud n'est qu'à quelques centaines de kilomètres de la frontière chinoise. Donc là, il y a 30 000 pratiquement soldats américains en Corée du Sud, proche de la zone de la frontière chinoise. Donc, voyez-vous, il y a là aussi des soucis et des potentiels de tension avec l'armement nucléaire, bien sûr, potentiel et croissant de la Corée du Nord. Si on descend, il y a le Japon. Et le Japon, il y a des querelles territoriales entre la Chine et le Japon sur quelques îles, les Sendaku en japonais, les Diaoyu en chinois. Donc il y a un conflit territorial entre la Chine et le Japon. Si on continue à descendre vers le sud, on trouve Taïwan,
Donc là aussi, énorme conflit potentiel entre l'île et le continent, et puis donc l'île et son principal allié, les États-Unis, vis-à-vis de la Chine. Et si on continue à descendre, on trouve le Vietnam, les îles Paracels, qui sont en conflit donc de territoire. Les Chinois prétendent au nom d'une carte qui a quelques 70 ans que ces territoires, ces îles, ces récifs leur appartiennent, alors qu'ils sont sous autorité géographique chinoise, vietnamienne. Et si on continue, eh bien, il y a les îles Spratly, et là on trouve la Malaisie, Brunei, les Philippines. Donc sur ces 6000 kilomètres, une grande tension territoriale. À cela s'ajoute une tension technologique dont on a un petit peu parlé tout à l'heure entre la Chine et les États-Unis. Donc une tension sur la technologie des ordinateurs, les ordinateurs quantiques. Là, il y a une course sur la technologie des lasers, une course sur l'intelligence artificielle. Donc territoire, technologie, course militaire, la flotte chinoise se développant vraiment très très rapidement, et aussi une course et un conflit sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme à l'intérieur de la Chine, les droits de l'homme dans le territoire ouïghour, le Xinjiang, les droits de l'homme avec le Tibet. Donc voyez-vous, il y a un arc de crise territoriale, militaire et politique. En décrivant cette situation d'affrontement global, vous êtes en train de nous laisser penser que cette tension pourrait impliquer tous les pays de la zone Pacifique et favoriser des alliances ? Ah, tout à fait. Et donc, cette mer est un axe privilégié. Donc, cette mer de Chine, cette mer du Sud, cette mer de Chine méridionale, est vraiment un axe important pour la Chine, puisque par cette zone transite pratiquement la plus grande partie de son commerce, la plus grande partie de ses approvisionnements en pétrole. N'oublions pas que la Chine est le premier importateur de pétrole au monde, donc elle a besoin énormément d'énergie. Cette voie correspond aussi à une circulation très importante pour ces sous-marins nucléaires, parce que la base est dans l'île de Hainan, qui est au sud de la Chine. Donc voilà, la Chine veut contrôler les voies d'accès à sa principale base de sous-marins nucléaires. Et puis il y a les ressources de la mer, les ressources donc de la mer en termes d'alimentation, et puis aussi pétrole et gaz. Donc l'ensemble des pays qui sont concernés, le Vietnam, les Philippines, le Brunei, donc sont effectivement, et comme on a remonté tout à l'heure vers le nord avec le Japon et la Corée, une zone vraiment très importante de conflits, de tensions, et d'où la naissance de ce quad entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et la Corée, pour faire face, donc une stratégie d'alliance pour faire face à la Chine. Donc, devant la puissance internationale de la Chine et des États-Unis, leur implication dans le commerce et la diplomatie mondiale, les autres régions du monde, les autres pays vont-ils être conduits également, en quelque sorte, à prendre parti dans cet affrontement ? Alors, il y a une stratégie américaine déjà, à part les alliances, il y a une stratégie de partenariat. Donc, une partenariat dans la zone. Donc, vous avez l'Inde, et le regard des États-Unis vers l'Inde remonte à de très, très nombreuses années, depuis déjà la fin du précédent siècle. Et il faut savoir que, petite anecdote, le jour où Xi Jinping, le président chinois, a annoncé qu'il resterait président à vitam aeternam, donc, et qu'il y avait une impulsion de dominance de la Chine dans la région. Le même jour, au même moment, le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, était à New Delhi. Et au moment où Xi Jinping faisait son discours, eh bien, Rex Tillerson, qui était le secrétaire d'État à l'époque, a vanté les mérites de l'Inde depuis New Delhi sur les droits de l'homme, sur la libre entreprise, sur la première démocratie du monde vis-à-vis du premier régime autoritaire du monde qui est la Chine. Donc, voyez-vous, déjà, le regard vers l'Inde. Deuxièmement, le regard aussi vers le Vietnam.
Depuis de très très nombreuses années, les présidents américains se rendent en visite au Vietnam. Il y a maintenant 3 ans, un porte-avions nucléaire américain a fait escale de 3 jours dans la fameuse baie de Cam Ranh, qui a vu débarquer les Marines en 1965. Voyez-vous. Donc l'histoire se retourne et maintenant les États-Unis sont accueillis à bras ouverts. Les marins du porte-avions Wilson ont passé plusieurs jours à terre dans les écoles, etc. Donc fantastique retournement de l'histoire. Et donc alliance aussi vis-à-vis des pays européens qui ont des intérêts dans la région, au premier lieu desquels la France, au premier lieu desquels l'Angleterre, qui font des opérations de navigation militaire, ce qu'on appelle des FONOPS, Freedom of Navigation Operations, c'est-à-dire pour maintenir la liberté de circulation maritime, quelles que soient donc les contraintes que les Chinois veulent imposer. La France a déjà envoyé un porte-hélicoptère, a déjà envoyé des frégates naviguer dans ces eaux-là. La Nouvelle-Calédonie n'est pas très loin. Et donc le Japon a demandé l'an dernier, a proposé à la France d'accueillir le porte-avions Charles de Gaulle, n'est-ce pas? Donc voyez-vous, il y a vraiment des mouvements stratégiques importants. Nous n'avons pas répondu positivement pour le moment. Mais les Anglais, cette année, dans les prochains mois, vont envoyer leur tout nouveau porte-avions justement au Japon. Donc, voyez-vous, il y a là aussi une stratégie pas d'encerclement, pas d'édingment comme on dit, mais en tout cas de pression géopolitique internationale, mondiale vis-à-vis de la Chine. Retournement de l'histoire, c'est votre expression, et tout ce que vous décrivez peut nous faire penser qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle guerre froide. C'est ça? Alors, la guerre froide, c'est une expression du XXe siècle. Peut-elle s'appliquer au XXIe siècle? Je ne crois pas du tout. Parce que d'abord, la guerre froide était une lutte d'idéologie entre le communisme et le capitalisme, pour faire simple. Et là, nous n'avons pas vraiment d'idéologie. Nous avons des valeurs, les droits de l'homme en particulier, mais il n'y a pas d'idéologie, un système complet d'organisation de société qui lutte contre un système complet d'organisation de l'autre société. Et donc, c'est vraiment différent, d'autant plus que à l'époque, au XXe siècle, donc vous aviez des partis communistes qui étaient représentés en Italie, en Espagne, en France, avec des puissances importantes localement. Il faut se souvenir que le candidat à la présidence de la République avec l'étiquette communiste en 1969, si ma mémoire est bonne, Jacques Duclos, a fait 22%. Il y avait des présences politiques locales, si on peut dire, vraiment importantes en dehors de l'URSS. Vous n'avez pas cette structure-là. Avec la Chine, vous n'avez des structures d'influence, mais pas de partis politiques. Donc, on est vraiment totalement différents. Et on a, cette fois-ci, une rivalité sur le commerce, on en a abondamment parlé, une rivalité sur la technologie et une rivalité territoriale. Donc, sur toute la côte pacifique chinoise. Donc, on a vraiment un accroissement de la tension, et je ne crois pas que l'on puisse se diriger vers l'expression guerre froide. Je pense que c'est une confrontation globale qui va se faire jour entre la Chine et le reste du monde, en tout cas les démocraties, et je pense qu'on se dirige vers une confrontation chaude. Il y aura des incidents en mer de Chine dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Peut-être pas directement entre la Chine et les États-Unis, mais les pays impliqués, je pense en particulier au Vietnam et aux Philippines, pourraient être amenés à se heurter à des bateaux chinois en ayant l'US Navy en arrière-plan. Donc, on va avoir, j'ai utilisé cette expression-là il y a déjà 2 ou 3 ans, des froissements de tôle en mer de Chine. Oui, merci Gérard Vespierre. Comme j'ai dû le dire déjà la semaine dernière, affaire à suivre. Merci pour cette analyse riche et détaillée, une analyse globale donc de cette crise entre la Chine et les États-Unis qui, selon vous, va structurer toutes les relations internationales ces prochaines années et dont on peut penser qu'elle peut aller jusqu'à une confrontation chaude.
On marque une pause avant de poursuivre vers une autre région du monde.